Bonjour, chronique littérature aujourd'hui est fantasy, grande fantasy, avec Beren et Luthien. Alors je sais jamais, la prononciation tolkienienne, je suis pas très doué, hein, donc j'alterne tout le temps entre Luthien, Lucien, etc. et Morgoth, Morgos. Bon, je vous préviens, voilà, on va voir ce que ça va donner dans la chronique, il faut pas y accorder trop d'importance. Mais donc la chronique de Beren et Luthien de J.R.R. Tolkien. Alors, j'en avais fait une version brève que vous aviez peut-être déjà pu lire dans le numéro 89 de la revue Bifrost. Mais comme cette chronique a été mise en ligne, eh bien je complète maintenant avec une chronique davantage typée blog Welcome to Nebalia, c'est-à-dire beaucoup plus longue. Et ben voilà, j'allais pas vous épargner ça quand même. Donc, le livre Beren et Luthien de J.R.R. Tolkien. Beren and Luthien en VO, c'est une édition établie et préfacée par Christopher Tolkien, bien sûr, j'avais envie de dire. C'est illustré par Alan Lee, 9 planches en couleur notamment. C'est traduit de l'anglais par Daniel Lauzon et hélas, mille fois hélas, et j'aurai amplement l'occasion d'y revenir, par Hélène Riot et Adam Tolkien. C'est paru aux éditions Christian Bourgois en 2017 et ça fait dans les 220 pages, hors les 9 pages de planche donc. Ces dernières années, Christopher Tolkien, qui est à son père J.R.R. Tolkien tout ce que Brian Herbert n'est pas à Frank Herbert, a complété ces colossales éditions de l'histoire de la Terre du Milieu, dont on aimerait bien que la suite paraisse en français, nous n'en sommes qu'au 5e volume avec La Route perdue, a donc complété cette édition d'histoire de la Terre du Milieu par la publication de textes ne faisant pas partie du légendaire tolkienien, mais témoignant des influences de l'auteur au travail, entre sagas norroises et variations arthuriennes. Beren et Luthien, par contre, est un retour à la matière de la Terre du Milieu, délaissée depuis une dizaine d'années, et probablement l'ultime. Christopher Tolkien n'en fait pas mystère, âgé de 93 ans, il suppose qu'il s'agira très probablement là de son dernier livre. Et sans doute fallait-il que ce soit celui-ci précisément. Le projet de consacrer un livre à l'histoire de Beren et Luthien remonte à 36 ans de cela tout de même, peu après la publication du Silmarillion, et avant de se lancer dans l'immense chantier de l'histoire de la Terre du Milieu que Christopher Tolkien envisageait alors comme un document de travail, en tant que tel impubliable. Mais le fils savait l'importance que le père accordait à ce conte, peut-être même à ses yeux la clé de toute l'histoire du Premier Âge, mais connue alors des lecteurs seulement via de brèves allusions dans Le Seigneur des Anneaux, tournant notamment autour du couple formé par Aragorn et Arwen, clairement une réminiscence de Beren et Luthien. Et des éléments certes un peu plus développés dans le Silmarillion, bien loin cependant de l'ampleur attendue pour un élément aussi fondamental. Or oui, l'histoire était cruciale pour J.R.R. Tolkien, elle lui tenait d'autant plus à cœur qu'elle entretenait une relation marquée avec des événements de sa propre vie, notamment une scène constamment rappelée de sa convalescence de la maladie des tranchées en 1917, quand son épouse Edith a dansé pour lui dans une clairière envahie de ciguës. C'est elle, Lucienne. Et Lucienne, c'est l'héroïne tolkienienne ultime. Les mauvaises langues diraient que c'est la seule. Je ne le crois pas pour ma part, ou du moins est-ce incomparable avec, disons, l'œuvre d'un Lovecraft, dont les femmes sont tout bonnement absentes. Dans Le Seigneur des Anneaux, même si l'on rejette Galadriel, un très beau et très complexe personnage par ailleurs, du fait de son caractère peu ou prou divin à ce stade de l'histoire de la Terre du Milieu, même si l'on rejouette Arwen, même avec ce qu'elle a de réminiscence de Lucienne, justement parce qu'elle ferait un peu trop tapisserie, restent d'autres beaux personnages féminins, certes bien plus rares que les masculins, mais une héroïne vaut bien un Aragorn en ce qui me concerne. Les âges antérieurs n'en sont par ailleurs pas dépourvus, sur des modes éventuellement très divers. Pensons par exemple à Erendis, l'épouse d'Eldarion dans Les Contes et légendes inachevées. À vrai dire, durant le premier âge, la propre mère de Lucienne, Méliane, brille d'un charisme qui lui est propre, même si pour le coup elle a un caractère divin très concret, et non seulement métaphorique, comme en ce qui concerne Galadriel. Quant à Nienor, sœur et épouse de Thorin Turambar, elle a pour elle d'être douloureusement tragique. Mais Luthien, certes, c'est encore autre chose. Le titre de l'ouvrage, qui est aussi le titre que l'on emploie le plus souvent pour désigner la légende, associe deux personnages, le couple formé par un homme et une femme dans cet ordre. Toutefois, le premier état de la légende, le comte de Sinuviel, ne met ainsi en avant que le seul nom de l'héroïne, ou plus exactement le surnom qui lui a été conféré par Beren, et je crois que cela a son importance. Dans tous ces récits très divers, sans doute, Lucienne n'a-t-elle rien d'une combattante, laissez de côté vos mauvais fantasmes à base de bikini de maille, mais elle est en même temps celle dont le comportement est véritablement, pleinement héroïque.
Beren pourrait n'être qu'un impulsif un peu sot et sans doute bien trop orgueilleux, mais pas Lucienne, qui est le personnage de toutes les audaces, et dont le sacrifice n'a rien d'une navrante subordination ménagère, mais témoigne du plus libre et assuré des choix comme acte de volonté ultime. Tolkien y attachait une immense importance, et y associait donc son épouse Edith. Ceci depuis 1917, mais il l'a fait jusqu'au bout. Quand Edith meurt en 1971, Tolkien fait inscrire le surnom de Lucienne sur sa tombe. Quand il meurt à son tour 2 ans plus tard et rejoint son épouse dans le même caveau, les enfants Tolkien le qualifient à son tour de Beren. L'histoire dès lors ne compte pas qu'aux yeux du célèbre auteur, mais tout autant aux yeux de son fils Christopher. Rien d'étonnant finalement à ce choix de revenir en dernier recours au vieux projet consistant à livrer un ouvrage intitulé Beren et Lucienne, soit l'ultime hommage à ses deux parents. Mais il ne faut pas se méprendre sur ce que ce livre contient à proprement parler. Il le faut d'autant moins que la presse avait raconté un peu n'importe quoi à ce propos à l'époque. Et tout d'abord, l'essentiel, il ne s'agit pas d'un inédit de Tolkien, pas du tout. Il s'agit d'une compilation de textes pas le moins du monde inédit, et d'ailleurs en français comme en anglais, puisque la quasi-totalité de ce que l'on peut lire ici figurait dans les 5 tomes traduits de l'histoire de la Terre du Milieu, essentiellement le deuxième tome du livre des Contes perdus et les Lettres du Beleriand. Un lecteur qui s'en serait tenu au roman de Hobbit, y trouverait donc éventuellement du neuf, mais il serait bien le seul dans ce cas. Par ailleurs, il ne s'agit pas non plus d'un projet comparable à celui des Enfants de Húrin, il y a 10 ans de cela, soit la dernière publication anglaise rattachée au légendaire. Or, la tentation était grande de faire cette comparaison, car ce volume, en fin de compte, racontait l'autre grand mythe du Premier Âge sur lequel Tolkien est très souvent revenu. Seulement voilà, sur la base de textes amplement développés, les Enfants de Húrin avaient pour fonction de livrer au lecteur un texte continu narrant la légende de Turin Turambar, et c'était la grande réussite de cet ouvrage que d'avoir apporté au lecteur craignant un peu de s'aventurer dans le Silmarillion ou à plus forte raison dans l'histoire de la Terre du Milieu, un récit suivi, parfaitement lisible sans outrance de commentaires et de notes, et par ailleurs une magnifique, poignante et puissante saga qui vaut bien le Seigneur des Anneaux en matière de souffle épique. Beren et Lucienne, ce volume, ce n'est pas du tout du même ordre. Il ne livre nullement un récit continu, pour la bonne et simple raison que ce récit continu n'existe pas. Certes, il y a la base du conte de Tinuviel dans le livre des Contes perdus, mais le récit a considérablement évolué par la suite, surtout en vers toutefois avec le lait de Lucienne issu des laits du Beleriand. En prose, nous n'avons alors que des synthèses ou résumés pour l'essentiel. Tout cela ne permet donc pas une lecture continue, qui n'est pas du tout l'objet de cette compilation, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, une compilation centrée sur les variations d'une même histoire. Il s'agit donc bien plutôt d'avancer au fil des versions pour voir comment la matière évolue, passant d'un texte à l'autre en fonction des nécessités de la compréhension. Ce qui a son corollaire, le lait de Leithian lui-même n'est ici pas en continu, et il n'y est même pas en version intégrale, puisque les chants inconsidérés comme de simples redites par rapport au conte de Tinuviel ont été délibérément abandonnés, approche pour le coup assez étrange. Et qui traduit une difficulté essentielle de ce petit volume, il est un peu le cul entre deux chaises, au risque de ne satisfaire personne. Les amateurs des seuls romans des Hobbits risquent d'être rebutés par ce format, par la langue employée dans ces versions très archaïques, et par la densité des commentaires, qui apparaîtront pourtant très limités aux yeux des exégètes habitués aux précédents volumes consacrés aux légendaires. Les 10 exégètes n'y trouveront par ailleurs rien d'inédit et pourront hausser le sourcil, perplexes, devant certains choix éditoriaux qui peuvent sembler un tantinet paradoxaux, dont des césures plus ou moins justifiables, un appareil scientifique limité et un texte français passablement douloureux. L'intention de Christopher Tolkien était bien légitime et bonne, si l'on ose dire, mais le résultat s'avère plus ou moins convaincant. Et, pauvre de nous, en français, il nous faut rajouter un très fâcheux écueil de cette publication, une traduction qui pique et pas qu'un peu. Car ce sont les traductions existantes qui ont été reprises, pour l'essentiel, même si Daniel Lauzon a complété par-ci par-là, peut-être aussi passé un coup de chiffon à l'occasion dans un souci de cohérence, mais clairement pas assez. Le lecteur français retrouvera donc ici, pour son plus grand plaisir, la traduction issue du livre des Contes perdus, du conte de Tinuviel par Adam Tolkien, le petit-fils du romancier, peut-être pas son meilleur passeur dans la langue de Bernard Werber, et celle du lait de Leithian par Hélène Riot. Or, cette dernière tout particulièrement s'avère, disons-le, insupportable, d'autant que nous n'avons pas cette fois, comme dans les laits du Beleriand, le texte anglais sous les yeux pour comparer et souffler un peu, mais j'y reviendrai après coup. Réduit à sa plus simple expression, dont le Seigneur des Anneaux fournit quelques échos,
Le conte de Beren et Luthien narre les amours héroïques de l'homme Beren et de l'elfe Luthien, et comment le couple impossible a réussi l'impensable en ôtant un Silmaril de la couronne de Morgoth, ce qui serait déterminant pour les événements marquant la fin du Premier Âge, puis comment Luthien a obtenu de Mandos que Beren, ayant succombé à ses blessures, revienne parmi les vivants au prix de sa propre immortalité. Une histoire aussi épique que poignante qui revient sans cesse dans l'imaginaire tolkienien. Mais cette histoire, tout en conservant du début à la fin certains aspects fondamentaux, a considérablement évolué au fur et à mesure que Tolkien approfondissait son légendaire pour lui donner une ampleur et une densité sans commune mesure. Le conte de Tinuviel figurant dans le livre des contes perdus est le plus vieil état de cette histoire dont nous disposions, mais il semblerait qu'il en ait existé un autre encore antérieur définitivement perdu. L'histoire contient bien des éléments qui seront toujours repris par la suite, elle constitue la base sur laquelle Tolkien brodera, mais ce qui saute le plus aux yeux, ce sont les divergences. Une tout particulièrement s'avère très étonnante parce que, à nos yeux de lecteurs bien postérieurs, elle paraît contrevenir au principe essentiel même de la légende, à savoir le fait que le couple constitué par Beren et Luthien, alors, n'unit pas un homme et une elfe, mais deux elfes, même de races différentes, Beren étant un Noldo, ou plus exactement un gnome, nom qu'emploie alors Tolkien et qu'il délaissera par la suite. Ouf. Peut-être faut-il en déduire que l'essentiel est en fait ailleurs. Autre différence pour le moins étonnante dans la forme comme dans le fond quand il s'agit de mettre en scène la captivité de Beren dans les tréfonds de la demeure d'un serviteur de Morgoth. Ce sbire, originellement, est un chat. Et le ton des échanges est alors assez particulier, avec quelque chose d'enfantin, éventuellement, débouchant sur l'image saugrenue d'un Beren contraint de chasser les souris pour faire la démonstration de sa valeur. Dans l'éternel débat, ô combien pertinent, opposant amis des chiens et amis des chats, Tolkien avait choisi son camp, et ce n'était pas celui de son contemporain Lovecraft. Donc je vais faire une petite citation ici, ça vient donc de la traduction très particulière d'Adam Tolkien. C'est pourquoi il, Melko, Morgoth, donna maintenant des ordres pour que Beren fût asservi à Tevildo, prince des chats. Or Tevildo était un chat puissant, le plus puissant de tous, et possédé par un esprit maléfique, comme le disent certains, et il était constamment dans la suite de Melko. Et ce chat était suzerain de tous les chats, et lui et ses sujets étaient les chasseurs et les preneurs de viande de la table de Melko et de ses nombreux festins. C'est pourquoi il y a encore de la haine entre les elfes et tous les chats, même maintenant que Melko ne règne plus, et que ces bêtes ne tiennent plus qu'une petite place. Quand donc Beren fut emmené vers les palais de Tevildo, et ceci n'était pas si distant de la place du trône de Melko, il fut grandement effrayé, car il n'avait pas prévu que les événements prendraient une telle tournure, et ses palais étaient mal éclairés, et étaient emplis de grognements et de ronronnements monstrueux dans l'obscurité. Tout autour brillaient des yeux de chat qui luisaient comme des lanternes vertes ou bien rouges ou jaunes, là où les seigneurs de Tevildo étaient assis à agiter et à fouetter leurs magnifiques queues. Mais Tevildo lui-même siégeait à leur tête, et c'était un chat très puissant, noir comme charbon et maléfique à voir. Ses yeux étaient longs et très étroits et bridés, et ils luisaient et de rouge et de vert, mais ses grandes moustaches grises étaient aussi épaisses et acérées que des aiguilles. Son ronronnement était comme un roulement de tambour, et son grognement comme le tonnerre, et quand il hurlait de colère, ce hurlement glaçait le sang, et en vérité les petits animaux ou bien les oiseaux se figeaient comme de la pierre ou bien s'effondraient souvent sans vie au son de celui-ci. Or Tevildo, voyant Beren, plissa les yeux jusqu'à ce qu'ils semblassent clos, et il dit « Je sens le chien ». Et Beren lui déplut à partir de ce moment. Or Beren avait aimé les chiens dans sa demeure sauvage. Mais, justement, ce choix d'un vilain félin donne un tout autre sens à l'apparition dans le récit du chien Huan, qui est alors un limier de poids sans doute, mais pas le moins du monde lié au fils de Fëanor. Ceci n'apparaîtra que par la suite, quand Tolkien rendra son conte originel plus complexe, en l'insérant dans une véritable géopolitique du Beleriand. Bizarrement ou pas, Huan restera donc, mais pas Tevildo, qui sera remplacé dans les versions ultérieures par ces nécromanciens et seigneurs des loups-garous, certes une autre manière de justifier le maintien du chien Huan, que l'on appellerait ultérieurement Sauron. D'où un lien avec les événements du Troisième Âge et notamment de la guerre de l'Anneau, qui n'est pas si fréquent dans le légendaire focalisé sur le Premier Âge. Et les divergences sont nombreuses par la suite également, et la scène impliquant Mandos sonne forcément différemment. Mais d'une certaine manière, Tolkien ne reviendra jamais par la suite à quelque chose d'aussi achevé. Les ultimes scènes, incluant les morts de Carcaros et de Beren, sont souvent voire systématiquement manquantes, j'ai l'impression,
Et par ailleurs, on ne sait guère ce qu'il en est du couple des morts-vivants revenus des cavernes de Mandos, ce qu'un autre récit éclaire cependant, le Noglafring, un autre extrait du livre des contes perdus, repris plus loin dans ce volume, et qu'il faut compléter par les événements liés au voyage d'Erendil, dont la version qui nous est donnée ici et qui conclut peu ou prou le volume est extraite du Silmarillion. Mais par la suite, Tolkien, à son habitude, est revenu sans cesse sur ce qu'il avait écrit, en modifiant son récit initial et en lui donnant davantage d'ampleur, ceci notamment en l'insérant dans un ensemble plus vaste et cohérent, constituant le légendaire à proprement parler. Le conte de Tinuviel originel, ainsi, connaîtra nombre de variations, essentiellement en vers, avec le lait de Laïcian issu des laits du Beleriand, mais aussi en prose, toutefois davantage dans ce cas au fil de textes autrement resserrés, notices, résumés et synthèses, associés aux divers états du Silmarillion. Cette édition entrecoupe les chants du lait de Laïcian, ceux conservés du moins, par ces différents textes en prose plus brefs. Comme dit à l'instant, il faut y ajouter en fin de volume quelques autres textes en prose liés au conte de Beren et Lucienne, mais plus indirectement, et enfin quelques versions révisées du lait de Laïcian. Sans rentrer dans les détails, plusieurs de ces variations doivent cependant être évoquées. En fait, deux l'ont déjà été, d'une certaine manière. La première, bien sûr, c'est que Beren est maintenant un homme et non plus un elfe. C'est un changement crucial qui bouleverse le sens et la portée du conte de Tinuviel, à tout point de vue. Le mépris moqueur de Singol, le père de Lucienne, pour l'insolente créature qui ose réclamer sa main, résonne différemment. Mais plus encore sans doute l'inconcevable acte de foi de Lucienne gagnant les cavernes de Mandos pour en ramener feu son amant. Elle contrevient ainsi au don d'Eru et Luvatar lui-même, à ce grand mystère de l'éphémère qui distingue les elfes et les hommes, et, ce faisant, elle devient elle-même mortelle. Autre changement crucial, le remplacement du pittoresque Tevildo, prince des chats, par un Su ou Sauron bien autrement inquiétant, le nécromancien maître des loups-garous donnant au récit une coloration autrement plus sombre et violente, sinon cruelle. Le conte de Tinuviel pouvait avoir quelque chose de léger et même enfantin à l'occasion, ce n'est clairement plus le cas ici. Toutes choses égales par ailleurs, nous passons du Hobbit au Seigneur des Anneaux, quoi. Mais il est au moins un autre changement fondamental à mettre en avant, l'insertion de la geste de Beren et Lucienne dans un contexte géopolitique du Beleriand autrement complexe que dans le premier état du conte, à mesure que le légendaire devient à la fois plus ample et plus précis. L'ascendance humaine de Beren y a d'ailleurs sa part, car son père Barahir, clairement identifié cette fois, est lié à l'elfe Finrod Felagund, le seigneur de Nargothrond, et est dès lors autrement impliqué dans le combat contre Morgoth. Notez au passage que l'alliance entre les deux chefs est matérialisée par le don de ce que l'on appellera désormais l'anneau Hé de Barahir, trésor sacré des hommes dont héritera en son temps un certain Aragorn. L'histoire commence ainsi avant la venue de Beren en Doriath et par la suite elle opérera un détour non négligeable par Nargothrond. Plus tard encore cela débouchera sur l'intervention de Finrod Felagund en faveur de Beren et de sa quête du Silmaril, qui s'achèvera en ce qui le concerne par sa mort au combat quand il se jettera contre un loup de ceux qui allait emporter son ami humain. Le ton est dès lors incomparablement plus épique. Le thème de Nargothrond va cependant bien au-delà, car il témoigne aussi d'un autre aspect essentiel du premier âge, la base même du Silmarillion, soit le serment de Fëanor et de ses fils de récupérer les Silmarils volés par Morgoth, et ce à n'importe quel prix, y compris celui de la mort de leurs semblables. La quête de Beren portant bien sur la récupération d'un Silmaril, les fils de Fëanor s'y intéressent et multiplieront les vilainies dans cette cruelle affaire. Rappelons au passage qu'un personnage bien plus sympathique leur est pourtant lié, alors, le chien Huan, qui joue toujours un rôle important dans cette histoire. La trame devient ainsi toujours plus complexe, car partie intégrante d'un ensemble plus vaste que l'auteur tente d'élaborer avec une cohérence de tous les instants, au point de ne jamais parvenir à obtenir une version publiable. Le souhait de toute une vie pourtant, et tout particulièrement en ce qui concerne la légende centrale de Beren et Lucienne. Même sans récit continu, même sans véritablement quoi que ce soit d'inédit, Beren et Lucienne demeurent un mythe magnifique, et se livre une entreprise qui fait sens, même si le cul entre deux chaises, en proposant au lecteur une autre manière d'aborder le corpus légendaire de l'auteur au travail. D'aucuns ricaneront sans doute très bien pour eux, quant à moi cela m'intéresse a priori. Ceci dans l'absolu. Hélas, en français, c'est tout autre chose, et en définitive un livre que je ne saurais conseiller à qui que ce soit, car je l'ai trouvé peu ou prou illisible. C'est la traduction qui est avant tout problématique, en effet. Entendons-nous bien, traduire Tolkien, à l'évidence, est périlleux. Traduire ce Tolkien, plus particulièrement avec son style délibérément perclus d'archaïsme dans la prose du livre des contes perdus, et sa poésie lyrique pour ce qui est des laits du Beleriand, relève du défi.
sinon de l'impossibilité pure et simple. Hélas, le résultat est tout sauf convaincant et parfois bien pire que cela. Et d'autant plus que cela passe ici par le fait de conserver et reprendre peu ou prou telles quelles des traductions foncièrement défaillantes. Beren et Lucienne, je crois, auraient dû être l'occasion d'une révision complète de la traduction, adaptée à ce contexte de publication. Il est fâcheux que Daniel Lauzon ne soit véritablement intervenu que pour quelques fragments en prose, ça et là, outre les commentaires de Christopher Tolkien, et que l'éditeur se soit autrement contenté de reproduire la traduction du livre des Contes perdus par Adam Tolkien, et surtout celle du Lait du Beleriand par Hélène Riot. Adam Tolkien, petit-fils de l'auteur, avait donc en son temps, en 1995 plus précisément, livré la traduction française du livre des Contes perdus, comprenant dans son deuxième tome le conte de Tinuviel. La tâche était assurément ardue. Je ne crois pas qu'Adam Tolkien ait été vraiment à la hauteur, dans la mesure où sont rendus en français des archaïsmes foisonnants dans le texte anglais, sonnent faux et maladroits. Certains traits sont tout particulièrement sensibles ici, et je suppose que l'extrait donné plus haut en donne une illustration éloquente. Par exemple, l'abus des maintenant, d'autant plus douloureux en français qu'il s'inscrit dans un texte le plus souvent au passé, mais de toute façon guère respectueux de la concordance des temps. Certaines expressions ont par ailleurs quelque chose de calque un peu poussif, la syntaxe est plus qu'à son tour malmenée, ce genre de choses. Le résultat était un texte particulièrement ardu, beaucoup trop pour le collégien que j'étais à l'époque, il a fallu que je m'y reprenne à 3 fois. C'était de nature à décourager le lecteur même passionné par le fond des histoires, en lui faisant régulièrement saigner les yeux comme les oreilles. Il fallait rendre l'archaïsme du texte original, c'est indéniable. Et peut-être le traducteur a-t-il fait le choix de la précision plutôt que de l'élégance, ou de la source plutôt que de la cible. Mais les choix retenus m'ont bien davantage fait l'effet d'être plus lourds et maladroits que véritablement pertinents. Dimension toujours sensible ici. Le cas de la traduction des Laits du Beleriand et donc entre autres du Lait de Laïciane par Hélène Riot, pour ce qui est de la poésie, à l'époque les commentaires étaient déjà traduits par Daniel Lauzon, c'est encore autre chose. Et c'est encore pire, incomparablement en fait. Les choix opérés pour la traduction française de ce singulier volume en 2006 m'avaient paru désastreux lors de ma précédente lecture, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. La traductrice en effet avait pris le parti, ou le lui avait-on imposé, de conserver dans la langue de Jules la forme du long poème originel, à savoir des distiques octosyllabiques et rimés. Je maintiens que c'était le pire des choix, et je disposais alors d'un élément de comparaison, car l'édition des Laits du Beleriand comportait, pour le lait de Laïciane seul, le texte anglais en miroir du texte français. Ouf. Sans doute n'étais-je pas assez compétent pour apprécier pleinement le texte original, mais suffisamment pour appréhender combien la traduction française, à force de multiplier les acrobaties pour coller au nombre de pieds comme à la versification, était, même plus maladroite à ce stade, carrément moche, proprement hideuse. La langue était très lourde, bourrée de tics très voyants et très pénibles, des inversions du genre à percer les tympans notamment, avec un registre très aléatoire, beaucoup plus prosaïque que l'original, cependant un vrai tulle épique, et rien ni de la puissance d'évocation, ni de l'élégance sonore des vers anglais. Or, dans le cas présent, nous n'avons plus le texte anglais en miroir, et le texte français étant le seul disponible, nul échappatoire pour le lecteur privé du refuge de l'originel. Ne reste que cette pseudo-poésie moche et hermétique, autant dire que l'on finit par avoir envie de bazarder le bouquin contre les murs. C'est très agaçant. Pour cet ultime livre, il aurait vraiment fallu revoir tout cela. L'éditeur clairement n'a pas fait son boulot, de là à dire qu'il n'en avait rien à foutre. Ce manque d'implication de l'éditeur achève de transformer ce qui aurait dû être un poignant hommage, et l'ultime, en un véritable pensum, le lait de Laïciane y occupant une place essentielle. L'absence du moindre inédit pouvait déjà être problématique, de manière très légitime. Mais ce je m'en foutisme ne me laisse guère le choix. À qui pourrais-je bien conseiller cette chose? Ni à des émetteurs éclairés qui ont déjà traversé les épreuves du livre des Contes perdus et des Laits du Beleriand et n'ont aucune envie de remettre ça, et qui de toute façon n'y trouveront rien de nouveau. Pas davantage à des néophytes qui redoutaient d'aller au-delà du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Leur mettre ce livre entre les mains serait presque criminel à ce stade. Le meilleur moyen de les écarter à jamais de la fascinante matière du légendaire, et plus particulièrement du Premier Âge. Le plus beau des mythes ainsi saccagé ne satisfera personne, si ce n'est le service comptabilité de Christian Bourgois, et c'est limite scandaleux en ce qui me concerne. Unique apport, bien maigre, les illustrations d'Alan Lee, dont 9 planches inédites en couleur. En ce qui me concerne, ça n'est certainement pas suffisant. Alors, la suite, s'il doit y en avoir une? J'apprécierais que nous ayons enfin droit à une traduction française de la demi-douzaine de tomes de l'histoire de la Terre du Milieu, qui demeure inédite dans la langue de Nadine Morano. Mais si cela doit être dans les mêmes conditions, avec le même laisser-aller dont ce Beren et Lucienne est un bien triste témoignage,
Je suppose que je n'aurai plus d'autre choix que de me lancer dans la lecture de ces volumes en version originale, ce que je redoute, mais ça vaudra mieux, faut croire, infiniment mieux.